Dans le prochain épisode, il sera question d'actes sexuels impliquant des enfants ainsi que de viols. En vue de la sensibilité de ces sujets, si l'écoute devient difficile pour vous, auditeurs et auditrices, vous êtes encouragés à interrompre l'épisode à tout moment pour le reprendre dans un meilleur contexte ou ne pas le reprendre du tout. Veuillez prendre soin de vous avant tout. Salut Nirza. Salut Coraline. Ça va? Ça va bien, c'est un dimanche tranquille. Et toi? Ouais, bien. Bien. Bienvenue chez les Poissons sans bicyclette. Oui, merci, toi aussi. Cool, merci beaucoup. Notre invitée aujourd'hui est Marie. C'est une jeune professionnelle ambitieuse de 25 ans. Elle vient partager son expérience de famille qui a grandement été dominée par un père qui a perpétué des actes sexuels impliquant ses propres enfants. Une procédure contre lui a été enclenchée par Marie, qui avait 16 ans à l'époque. Cette procédure a duré presque une décennie pour que son père soit à la fin acquitté. On verra malheureusement que le patriarcat ici, dans toute sa splendeur, et la famille comme terrain de domination par excellence pour les hommes. Il sera question donc de traitement des enfants et des femmes, de notions de réputation, de justice, de traumatisme, guérison, et nous nous rendrons compte que la dite zone grise du patriarcat actuel veut tout simplement dire toute situation qui peut juste permettre de ne pas écouter les femmes et les enfants et de ne pas condamner un homme. Il est important de dire aujourd'hui que Coraline et moi, nous ne sommes pas des professionnels pour mener ce genre de discussion, nous ne sommes pas des psychothérapeutes ou des travailleuses sociales ou d'un métier de ce type-là. Donc, salut Marie. Bonjour. Bonjour. Tu as carte blanche de nous arrêter à tout moment si on dit des choses, des expressions, des mots qui ne conviennent pas ou la discussion va dans un sens qui ne te convient pas, tu nous arrêtes. Tu es libre de gérer le ton de la discussion. On va l'organiser la discussion en 3 parties. Le moment de l'enclenchement en fait, de cette procédure et de la conscientisation de ce qui se passe. Ta vie avant cet enclenchement et la période de la procédure et ta vie après que ton père ait été acquitté. Donc bonjour Marie. Bonjour. Nous avons décidé de commencer cette histoire au moment où toi tu avais 16 ans et tu étais chez ta psy où ta maman t'avait envoyé parce que tes parents se divorçaient puis elle s'est dit c'est une bonne chose que mes enfants apprennent à digérer cette histoire. Donc tu es chez ta psy, elle se rend compte qu'il y a peut-être quelque chose à creuser, qui ne va pas. Est-ce que tu peux raconter juste ce moment-là? Ouais, exactement. Donc je faisais une thérapie parce que mes parents se séparaient et que ma mère avait jugé bon qu'on ait une aide, un soutien externe pendant cette période qui n'était pas facile, je pense, pour aucun enfant. Et moi, j'étais une ado un petit peu compliquée avec pas mal de problèmes et surtout à 16 ans, j'avais 2 émotions à l'intérieur de moi complètement contradictoires. Je supportais pas qu'on me touche. Je supportais pas qu'on s'approche de moi. Même ma mère, elle pouvait pas m'embrasser pour me dire bonne nuit. Okay. Personne pouvait me toucher. Et d'un autre côté, j'avais 16 ans, j'avais mes hormones qui commençaient à se réveiller. Ouais. Envie de contact avec des garçons de mon âge. Et c'était complètement contradictoire et absolument impossible. Et je sais que ma psy, en ayant discuté aussi par la suite, elle a décelé en fait qu'il y avait chez moi les réactions d'un enfant qui avait été abusé. Et elle essayait de chercher un petit peu d'où ça venait. Et une fois, elle m'a tout banalement posé la question, mais toi, à la maison, avec ton papa, il n'y avait pas des choses qui te paraissaient pas normales ou un petit peu sexuelles et tout. Puis moi, j'ai dit, bah oui, mais je pense que c'est pas de ça dont vous parlez, parce que ça, c'est normal, mais il se touchait devant moi. Ok. Et donc là, elle m'a arrêtée, net. En me disant que c'était ce qui était considéré comme de l'abus sexuel et qu'elle avait plus le droit de me poser des questions, qu'elle était obligée de dénoncer ça au SPJ, donc la Société protectrice de la jeunesse. Ouais. Et tout de suite, dans mon souvenir, c'est tout de suite, je sais pas si c'était le jour même ou le lendemain, ma mère m'a emmenée à la police parce que c'était la suite logique du truc et j'étais tout de suite interrogée par les flics, un vrai interrogatoire. Ils étaient 3. Ils étaient 3 devant toi. Ouais. Donc en fait, juste la contradiction entre je veux que personne me touche, mais j'ai une libido assez élevée. Ça, c'est tout de suite... Enfin, ça a fait avertissement pour ta psy. Surtout le côté personne me touche, en fait. Ouais, oui, parce que la libido... on est d'accord. Ouais, parce que la libido à 16 ans, je pense que... C'est assez banal, ouais. C'est vrai que le côté pas supporter le contact physique...
c'est souvent un peu... Non, mais c'était si je supportais pas qu'on s'asseye à côté de moi dans le bus. Ah ouais. Quand j'ai commencé l'université, si quelqu'un s'asseyait à côté de moi, je quittais la pièce. Ouais, c'est pas juste t'aimes pas les câlins et faire la bise, quoi. Non. Et puis, pourquoi elle a dû t'arrêter net? Elle avait pas le droit de continuer, en fait, la séance. Parce que le premier témoignage, surtout d'un enfant, doit être reçu par la police. Sinon, ça peut être considéré comme biaisé. Genre, en discutant avec la psy, elle t'a monté la tête. Elle aurait pu m'aliéner, me dire mais non, en fait, c'est faux ce que t'as ressenti, c'était plutôt ça ou plutôt ça. Et du coup, j'avais pas le droit d'en parler avec ma psy, mais ils ont aussi dit que j'avais pas le droit d'en parler avec ma mère. Donc, on est arrivé au commissariat, ma mère, elle était complètement à l'aveugle. Parce qu'en fait, c'est la police, du coup, qui l'a appelée, en fait. Tu te souviens de ça? Je sais pas, parce que dans ma chronologie de la chose, c'est allé très très vite. Ouais. J'ai envie de supposer que ça va très très vite, surtout quand c'est des enfants qui sont en danger. Ouais. Parce que, il faut savoir que j'ai 3 petits frères et sœurs. Inutile de dire, je pense que t'as une super psy. Elle est incroyable. Et j'ai toujours, parce qu'elle me suit toujours. Une fois que t'es au poste de police avec ta mère, quels sont le type de questions qui te sont posées? Déjà, il faut savoir qu'ils nous ont séparés avec ma mère. Ils ont pris ma mère dans une salle à part. Et moi, ils m'ont mis dans une salle. C'était une super grande salle. J'étais sur un canapé hyper confortable avec une table basse devant moi. Puis ils étaient 3 un peu genre en mode t'inquiète, on est tes amis. Ok, voilà, cool. Mais ils m'ont posé des questions. Quel est précisément le geste que faisait ton papa quand il mettait sa main dans sa culotte? Ouais. Donc ils m'ont demandé de mimer, de l'imiter. En fait, c'est la principale question qui m'a marquée. Ouais. Les autres, c'était un petit peu des questions un peu plus contextuelles, parce qu'il y avait aussi d'autres choses. Qu'est-ce qui me gênait? Donc par exemple, qu'il soit tout nu tout le temps, ou qui rentre dans la salle de bain pendant que je prenais ma douche, ou qui me disent des choses comme oui, mais moi je suis ton père, j'ai le droit de te voir, j'ai le droit de te regarder sous la douche, c'est mon droit. Ouais. On le sait, n'est-ce pas? Oui. Aujourd'hui, tu dirais, qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à ce moment-là? Qu'est-ce qui faisait ton père qui t'a rendu en fait quelqu'un qui pouvait pas supporter d'être touché? De la masturbation. Il se masturbait devant moi. Après, que je me souvienne, il m'a jamais touchée, mais il se donnait du plaisir à lui-même devant moi. Il le faisait devant la télé, il le faisait pendant qu'il faisait les devoirs avec nous. Il venait me regarder sous la douche. Il voulait que moi je le regarde quand lui était dans son bain. C'était pas que toi qui étais forcément témoin de ces actes non plus. Non, il y avait aussi mes tes frères et sœurs, et il y avait ma mère aussi. Et donc lui, il avait une règle qu'il vous faisait répéter tout le temps. 2 règles. 2 règles, vas-y. La règle numéro 1, c'est que papa a toujours raison. Et la règle numéro 2, c'est que si papa a tort, il faut se référer à la règle numéro 1. C'était explicite, quoi, c'était dit. C'était vraiment une doctrine, encore maintenant, je la ressors comme ça. Elle est là, je l'ai répétée tellement de fois, tous les jours, pendant tellement d'années que... Il vous la faisait répéter, c'était pas juste à une petite table. blague. Ouais. Je sais pas, il le mettait sous forme de blague, mais au final, quand t'as 5 ans... à force de te marteler ça des rentre, trucs, hein. ça rentre, quoi. C'est sûr. Et par rapport à la douche, quand toi tu t'es exprimé que t'aimerais peut-être qu'il parte de la salle, et là c'est là qu'il t'a dit c'est là qu'il m'a dit je suis ton père, j'ai le droit de te voir. Et puis il y avait aussi ça allait aussi dans l'autre sens, il prenait toujours son bain au moment où on devait partir à l'école, et tout ce qui était brossage cheveux, c'était dans la salle de bain. Et moi j'ai souvent émis le souhait qu'il tire le rideau de douche, et non, c'était je suis ton père, regarde-moi. Et dans les 2 sens, c'était pas ok. Exactement. Non, c'est ça, c'est clair. Surtout quand tu fais la demande et que la réponse que t'as, c'est je suis ton père, j'ai le droit. Un peu patriarcal, non? Ouais, non. Un petit peu. Parce que t'es vraiment du patriarche tout puissant qui a tous les droits sur ses enfants, quoi. C'est ça, il y a pas de toute porte ouverte pour sur raisonner, ses enfants, pour sur ses femmes, c'est le père. C'est lui qui décide. Toi, t'as témoigné face à 3 policiers, c'était des hommes et des femmes, tu te souviens? Il y avait 2 hommes et une femme. Ils t'ont posé plein de questions, t'as dû mimer des actes. Ils ont aussi interrogé ta mère? Ils ont interrogé ma mère en parallèle. Donc c'était d'autres policiers. Et donc c'était pas sur ce que j'étais en train de dire. Et elle était un petit peu perdue, hein, on va pas se mentir. Parce que moi, elle a juste reçu un appel. Je sais pas si c'est de la police ou du SPJ qui disait qu'elle devait m'emmener chez les flics pour faire une déposition pour abus sexuel. Et du coup, ma mère a directement dit je sais pas ce qu'elle est en train de dire dans cette pièce. C'est la première chose qu'elle a dit. C'est ce qu'elle m'a dit que c'était la première chose qu'elle avait dit pendant son thème d'interrogatoire. C'est peu importe ce qu'elle est en train de dire. Je porte plainte en son nom. Et du coup, elle a été interrogée, mais c'est parti un peu plus axé sur les violences qu'il avait fait envers elle, plutôt qu'envers moi. Donc c'est une autre plainte qui est partie en son nom aussi. Il y a eu une plainte d'office de sa part, une plainte d'office pour moi, une plainte de ma mère pour moi, et une plainte de ma mère pour elle. Et ensuite, j'ai rajouté une plainte de ma part, moi-même, quand j'ai eu 18 ans et que j'ai eu le droit de porter plainte. Mon père a pas aimé, du tout. Ah bon? Nana. Vraiment pas. Il se passe quoi ensuite? Est-ce qu'ils appellent tes frères et sœurs? Mes frères et sœurs, ils ont été reçus aussi.
de ce que je me souviens des débriefs que mon avocate m'avait donné, parce que j'avais le droit à une avocate, à moi toute seule, qui n'était pas la même que ma mère. Tous dont on rêve à 16 ans. Oui, c'est clair. Mais pendant leur interrogatoire, ma sœur a été encore plus cash que moi dans les mimes. On te l'a raconté ou... Ouais. Peut-être c'est aussi mon côté naïf, mais ce qui donne peut-être une certaine crédibilité en plus. Oui, parce qu'elle vu savait qu'elle est pas, petite. et puis... Elle se rend moins compte. Un truc qui est hyper important quand même de souligner, c'est que pour nous, tout ça, c'était normal. Ouais. Oui, bah oui, t'as été éduquée comme ça en fait. Ouais. C'était juste un truc. Et puis c'était pas quelque chose de mauvais. Ouais. C'était juste normal. De toute façon, c'était tous les jours. Alors moi, j'éprouvais une gêne aussi là-dedans, mais je pense que c'était dû à mon âge où on commence à avoir une approche différente à la sexualité, que ma sœur avait peut-être pas. Donc elle a été très très cash, et mes frères ont été plus dans la retenue et plus protecteurs de mon père. Ok. Que faire de cette information? Les garçons. Je ne sais pas. Les garçons protègent leur père. Ouais. Et comment tu t'es sentie? Parce que moi, ma barre est tellement basse, je m'attends à tellement peu de la justice, pas justice, mais en général, genre au niveau de la protection des enfants, des femmes, que j'imagine que l'ambiance était horrible. Enfin, j'imagine un truc où t'as été au poste de police, t'as été mal accueillie. Tu dis finalement que t'étais dans un canapé confortable, on avait vraiment... Non, j'étais bien accueillie à la police, j'étais Ouais. mal accueillie par le procureur. Ah, ok. Parce que le procureur doit entendre le truc pour savoir finalement s'il va poursuivre, parce que c'est lui qui lance la procédure. C'est ça. Au début, c'était un mec qui est parti à la retraite avant la fin de ma procédure. Et ça a été repris par une femme extraordinaire. Ok. C'était vraiment, vraiment comme dans les films. Toi, t'es à une table comme à l'école. J'avais mon avocat d'un côté, l'avocat de mon père de l'autre. Il faut savoir que l'avocat de mon père est un salopard presque pire que mon père. Parce qu'il annonce la couleur. Et t'as le procureur qui est sur une estrade, derrière un bureau immense. Et genre, il te regarde d'en haut. Mais de très, 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 très haut. Et puis quand toi, t'es encore enfant, tu vois, genre, c'est ultra dystopique, genre, c'est comme un dessin animé. Tu sais, genre, après, c'est peut-être ma vision d'enfant aussi. Ouais, et puis de toute façon, c'est impressionnant comme situation. Mais il était quand même sur une putain d'estrade. Ouais, c'est ça. Il était quand même au-dessus de vous. C'est en fait. Je me souviens pas exactement du genre de questions qu'il a posé, mais je me souviens qu'il était agressif, qu'il était suspicieux, que ça se voyait qu'il me croyait pas, et il y a eu un retournement de situation à la toute fin de mon entretien, quand j'ai dit qu'il m'avait pas touchée. Parce que là, ça donnait une crédibilité. Parce que si c'était ma mère qui me demandait de... dire ça pour que ça l'aide dans la procédure, ben j'aurais dû dire que je m'étais fait violer ou quelque chose comme ça, et quand j'ai dit que c'était pas le cas, ça doit être la crédibilité. L'a priori, c'est que c'est ta maman machiavélique qui manigance un truc. Absolument, mais donc ça en dit quand même beaucoup sur comment sont reçues les jeunes demoiselles qui ont vraiment été violées par leur père. Genre c'est ta maman exorcienne. Parce que moi, ils ont commencé à me respecter quand j'ai dit qu'il m'avait pas violée. Parce qu'il faut y aller pour mentir qu'il m'a pas violée, mais il s'est masturbé devant moi. Et ma mère qui passait juste après moi, il a été absolument adorable avec elle et a pas du tout remis sa parole en doute, parce que je pense que j'avais fait mes preuves. T'avais passé l'épreuve du feu, quoi. C'est bon. Du coup, et la plainte est partie. Mais ça, c'est un truc, Coraline en parlait dans un des épisodes, c'est que quand tu transposes des situations sur d'autres problèmes, genre quand c'est pas sexuel, quand c'est pas contre des hommes... ça marche pas, quoi, ce qu'elle raconte, Marie. Genre, tu vas porter plainte parce que tu t'es fait voler ton porte-monnaie. Personne va commencer à dire t'es sûr t'es sûr t'avais un porte-monnaie vraiment dans ta poche Est-ce que tu as vraiment dit non, ne prends pas mon porte-monnaie? Ouais, c'est ça. Ça marche pas. Ça s'effondre. Enfin, il y a juste pas d'argument derrière. En fait, on voit juste toujours ça avec ce filtre patriarcal derrière, à se dire genre peut-être que c'est pas vrai. Peut-être que... Voilà, peut-être c'est une sorcière qui veut nuire à son père. C'est ça. Comme sa mère d'ailleurs. Ou c'est ça, où elle est manipulée par sa mère machiavélique. Ou sa psy d'ailleurs. Diabolique. Ou sa psy. Mais ouais, il y a trop de femmes là dans cette histoire pour que ça soit net. Bien sûr. C'est vraiment partir du principe que les hommes font juste jamais rien de faux. Et les femmes ont toujours de mauvaises intentions. Oui, et puis que n'importe quel moment un homme t'arrange pas, et ben tu l'accuses de viol et puis traîne son nom dans la boue et sa vie est ruinée parce que ça arrive. Parce qu'il t'a regardé de travers, sûrement. C'est ça. Génial. Du coup, en fait, là, on va partir sur la procédure qui a été lancée. Mais avant ça, quand est-ce que tu places le premier souvenir de masturbation de ton père, en fait? En fait, on a emménagé en Suisse quand j'avais 1 an et demi et mon père habitait pas avec nous. Parce que lui, il gérait sa société à Paris. Il rentrait des fois le week-end. Du coup, c'était juste l'extase quand il rentrait parce qu'on n'était jamais à la maison. Il nous emmenait faire du bateau, il nous emmenait à la montagne. Ouais. Et je pense que je devais avoir à peu près 8 ans. Il a vendu son entreprise et il est venu habiter avec nous.
Et là, la belle image du papa. Et c'est là. héros, Et depuis celle-là, l'image que j'ai de mon père, c'est un homme soit en training blanc dégueulasse, parce qu'il avait des taches partout son training, soit en peignoir vert olive, parce que c'est beaucoup plus pratique en peignoir, hein, on va pas se mentir. Bah ouais. Devant la télé avec un verre d'alcool à la main du matin au soir. Ouais, vraiment, c'est cette image, ce côté du papa trop cool, que tu vois, quand tu le vois, vous faites des trucs trop chouettes ensemble, ça s'est écroulé. Il était à la maison tout le temps après. Il était à la maison tout le temps, puis il buvait, Et il se masturbait. Et il se masturbait toute la journée. Parce qu'il pouvait se permettre, en fait, parce que ton papa, il a beaucoup d'argent. Oui, absolument. Donc il pouvait se permettre de juste vendre son entreprise, arrêter de bosser, en fait. Oui, parce que travailler, c'est juste pour l'argent de poche, on n'a pas besoin d'argent pour vivre. C'est un passe-temps. Ouais, on connaît. C'est quoi les week-ends? Franchement. What is a weekend? Mais là, je pense qu'il y a une petite temporalité qui n'est pas très très claire dans ma tête, parce que moi, je me souviens de ça comme ça. Mais on avait aussi des jeunes filles au père à la maison, jusqu'à mes 14, 15 ans, je pense. Mais pour quelle raison? Juste... C'est rigolo parce que la juge a posé exactement la même question quand mon père a dit qu'il avait arrêté de travailler pour s'occuper de nous. Oui, c'est ça, exactement. Ton père travaille pas. Ta maman, elle travaillait? Oui. Donc en fait, elle s'occupait de nous, elle faisait les devoirs avec nous, elle venait nous chercher à l'école, elle faisait à manger, elle nous faisait prendre le bain. D'accord. Tu sais si elles ont été impliquées dans la procédure à un moment donné ou... Ouais, elles aussi. On a eu des jeunes filles au père et un jeune homme au père. Et bizarrement, c'est le jeune homme au père qui a été interrogé. Je ne sais pas ce que ça dit, mais... Et ils ont juste dit... Et lui, puis une des filles, soit c'était une avant qu'il arrête de travailler, soit c'était une au tout début quand il avait arrêté. Peut-être que ça n'avait pas encore vrillé encore complètement. Ouais. Donc au final, ils ont juste dit non, on n'a rien vu, il était hyper cool, il nous emmenait à la montagne faire du bateau. Ils ont gardé la ligne. Ouais, c'est ça, ça correspondait à l'image que ton père voulait redonner. C'est ça, il les a bien choisis. Mary, toi, quand t'étais jeune... Est-ce que dans ton entourage, il y a eu des gens qui ont peut-être remarqué quelque chose de bizarre dans l'attitude de ton père? Quel était ton rapport aux amis, aux gens à l'école? Enfin, moi, je me pose toujours cette question depuis que je suis sensibilisée à des statistiques affreuses sur des instances de pédocriminalité. Je regarde autour de moi et je pense à la statistique et je me dis, mais j'ai autour de moi des gens qui soit ont subi, soit ont perpétué des actes sexuels impliquant des enfants. Du coup, je me demande justement comment une famille où il y a ça qui se passe, est-ce que l'entourage peut le voir? En quoi on peut le voir? Enfin, est-ce qu'il y a eu quelque chose de ce type-là? Absolument. Ouais. C'était hyper compliqué, j'avais très très peu d'amis. Tous les week-ends on était absents, toutes les vacances aussi. Moi je me souviens que j'avais pas le droit d'aller dormir chez des copines. Ouais. Et j'avais non plus pas tellement le droit d'inviter des gens à la maison. J'étais beaucoup la victime de harcèlement scolaire pour différentes choses. J'étais un petit peu boulotte, j'étais la première de la classe, toujours la chouchou des professeurs. Et puis notamment j'étais la fille du pédophile. Ah ouais, d'accord. Donc en fait, accessoirement, il avait une réputation. Il avait une réputation, oui. Qui était enclenchée par quoi en fait? En fait, je faisais de la gym, je faisais des agrès. Et mon père venait me chercher à la fin des entraînements dans les vestiaires des filles. Avec toutes les jeunes filles, hein. Enfin, on était petites, hein. 8, 9 ans, 10 ans maximum, qui se changeaient. Les autres parents faisaient pas ça? Non, les mamans peut-être, les papas sûrement pas. Et mon père, il venait, il rentrait dans les vestiaires. À partir de ce moment-là, j'étais... la fille du pédophile, et ils en ont fait toute une histoire. On me parlait plus à l'école, et j'ai raconté ça à la maison, et mon père a fait tout un pataquès. Il a convoqué les parents, il a convoqué les professeurs, il a convoqué les enfants qui avaient dit ça, pour leur dire mais en fait ça va pas. Ça avait touché une corde sensible. Il fallait rétablir la vérité, qu'il était un père extraordinaire et que tout allait bien. Est-ce que tu penses que les adultes sont inquiétés plus que ça? Parce qu'une fois qu'on a vu un homme extraordinaire... Les adultes, c'était juste des mots comme porno dans la bouche d'enfants de 8 ans qui savaient même pas ce que ça voulait dire. T'étais vachement isolée en fait. Oui. Indépendamment de ça, justement, c'est clair que dès que t'es la première de la classe, les gamins c'est un peu horrible, tout ça. Ouais, il en faut pas beaucoup, quoi. Mais ton père a fait quand même un travail actif pour que tu sois plus isolée que ça. C'est-à-dire, t'avais pas le droit d'aller chez tes copines. En vacances, en week-end, t'étais jamais là pour socialiser. Et il te disait, genre, explicitement, tu traînes pas avec les gens. En gros, c'est ça, oui. Ils ont commencé vraiment à se retourner contre moi, notamment en 5-6e. On était à l'école à la Croix, donc on avait le bus scolaire pour redescendre, parce que moi j'habitais plutôt dans les bords du lac. Et tous les élèves attendaient que j'ai tourné au coin de la rue pour descendre du bus. Oh.
C'est vraiment les trucs qui marquent et puis qui continuent à isoler en fait, qui continuent ce processus. C'est encore une blessure ouverte. Hein. Bah oui, j'imagine, tu m'étonnes. Enfin, c'est sûr que si en plus t'es isolé des autres, enfin j'imagine qu'en plus ce genre de situation familiale, ça te donne pas confiance en toi, même si tu te rends pas compte que c'est pas normal. Ton père t'isole et finalement les autres isolent aussi. Mon père m'isolait et à la maison c'était aussi tout un dénigrement. Il fallait pour les autres être la plus belle, la plus forte, la plus douée, n'avoir que des bonnes notes, mais à la maison c'était t'as envie de mettre du vernis à ongles, t'es vraiment une pute. Ok. Ah ouais. Ton père te traitait souvent de pute ou d'autres trucs comme ça, ouais. Ce qui aide pas à avoir... Confiance en soi. Non. Donc c'était déjà toute une logique un peu de domination, quoi. Enfin, des vrais contacts, des vraies relations, mais c'est de la domination complète. Et puis même c'est une domination qu'il avait sur ma mère. Elle était témoin, mais elle était tellement sous emprise qu'elle était incapable de réagir. Ouais, c'est sûr, quand tu vis ça depuis des dizaines d'années... Et puis ma mère, elle a grandi sans père parce que son père est mort quand elle avait 4 ans, je crois. Et son frère aîné est dans le même schéma que mon père. Donc c'est aussi l'exemple qu'elle avait eu grandissant. Donc, Puis même l'éducation qu'il te faisait, c'était une éducation de domination, c'est-à-dire tu dois être la meilleure, tu dois être la plus ci, la plus ça que les autres, mais surtout pas avoir de vraies relations. Ouais. Je me souviens aussi d'un épisode où on avait des amis à manger à la maison et mon père qui racontait à quel point c'était formidable notre relation père-fille, et puis moi qui me retourne vers ma mère, me dit mais pourquoi il dit ça, on se gueule tout le temps dessus lui et moi. Parce que moi j'ai commencé à me rebeller très tôt contre ce patriarcat. Ouais. Et ça a beaucoup crié. Ça montre en fait vraiment à quel point ton père était là pour maintenir une façade de famille parfaite en fait. De la famille riche, heureuse et que à quel point vraiment cette façade était importante. Et cette façade était tellement efficace que quand j'ai voulu en parler à d'autres adultes qui disaient être là pour moi, notamment mon parrain qui est le neveu de mon père, sa réponse ça a été mais Marie tu mens, moi ton père je le connais. Oh. Ça c'est horrible. C'est horrible, franchement. C'est vraiment affreux. Parce que tu le connais, mais moi aussi je le connais. Pourquoi ce que tu dis sur lui est plus important que ce que moi je dis en fait. Et puis moi j'habite avec lui en fait. Toi t'as jamais habité avec lui. C'est ça. Genre toi il t'a emmené chasser. Il t'a emmené à la pêche, mais c'est tout, hein. Ouais. Moi, j'habite avec lui. Moi, il vient dans ma salle de bain, en fait. Ouais. Est-ce qu'il est venu dans la tienne? Comment, juste à ce point, ignorer un témoignage comme ça, quoi. J'ai l'impression que c'est un truc qui ressort beaucoup ces temps. Enfin, je sais pas, que je revois souvent sur des comptes activistes ou justement des gens défendent des violeurs ou des gens accusés de viol, puis qui sont un peu en mode ouais, non, mais je sais pas chier, moi je le connais, c'est quelqu'un de bien. Et c'était Muriel Robin. D'ailleurs, pendant le procès, il a fait venir des témoins de personnalité. Ah, ça ajoute de la crédibilité. Ah bah oui. Mais tu vois, genre dans la vidéo que je regardais, genre Muriel Robin, justement, elle dit, parce qu'ils écoutent je sais plus qui défend je sais plus qui, pour je ne sais plus quelle affaire de viol. Ouais. Puis elle est un peu là, genre, mais faut arrêter avec ces conneries de dire vous connaissez les gens. Enfin, tu les connais pas, tu bosses avec, tant mieux. Tu le vois, tu l'invites à souper, même 2 fois par semaine. Mais ça veut pas dire que tu connais les gens. Tu sais pas ce qu'ils font, porte fermée. Oui, c'est ça. Tu sais pas ce qui se passe. Donc arrêtez de défendre des gens. Puis ça veut pas dire aussi pour voilà, des femmes qui ont été battues. Par exemple, les histoires avec Johnny Depp. Tout d'un coup, on fait revenir ces ex-femmes qui disent il m'a jamais tapé, putain, un peu là. Cool. Tant mieux pour toi, en fait. On est absolument ravis, ça veut pas dire qu'il a pas tapé la dernière. C'est ça. Hein. Ça veut pas dire que la suivante, elle a pas été tapée, en fait. Du coup, c'est vraiment ce genre de truc où quand les gens sont un peu là, je le connais. Vraiment. Apparemment pas, non. Ouais, pas comme moi je le connais. Moi, c'est mon père. Ça veut vraiment dire... en fait, c'est ça, la parole d'une femme et d'une enfant, on s'en fout complètement. C'est horrible, j'ai réalisé ça de plus en plus récemment, c'est que la société en a rien à foutre de moi, en fait, parce que je suis une femme. Et ce qu'on disait l'autre jour ensemble, c'est que, putain, on est blanche, on est hétéro, encore, on a plein de privilèges. Ouais. Et j'ai ce sentiment-là, que la société, on a pas mal rien à foutre. Mais moi, ce que je trouve dingue avec ton histoire, enfin, ce que je disais la dernière fois, en fait, c'est ce côté... j'avais ce côté naïf à me dire... On remet facilement en question la parole des femmes qui parlent de viol, tu vois, ce côté comment t'étais habillée, tu traînes avec qui, puis qu'il y avait ce côté genre les enfants on n'y touche pas, tu vois, enfin que c'était très fort, que genre si un enfant accusait quelqu'un d'agression sexuelle, ça allait loin et vite, et en fait je réalise avec toutes les histoires, ton histoire et puis d'autres qui sont sorties ces dernières années, que pas du tout, on n'en a rien à secouer comme le reste en fait. Ouais. Franchement, et ça c'est un truc j'ai un peu de la peine à digérer, quoi. Bon, du coup, pendant cette procédure, en fait, toi, tu habitais plus avec ton père ? Non. Avant tout ça, en fait, quand ma mère a demandé la séparation, il voulait pas partir de la maison, donc il dormait dans le bureau. Ma mère elle a demandé une injonction. Il a reçu une lettre comme quoi il devait quitter le domicile dans les 48 heures. Ce qu'il a fait, donc. Ouais. Au moment de partir, juste avant de partir, il est venu dans ma chambre. Il est venu s'installer sur mon lit. Et il s'est mis à pleurer en me disant ta mère, elle veut plus jamais que je vous voie. Et puis elle a volé vos passeports pour pas que je puisse
vous emmener, que des trucs comme ça, des trucs complètement aberrants. Et je sais pas, là il y a eu un déclic, et en fait quand il est passé la porte, il y a eu un tel soulagement que je dis je veux plus le voir, je veux plus y aller. Ok. Là t'as pris donc conscience. je suis pas allée. Ouais. Mes frères voulaient y aller, ma sœur voulait pas y aller, mais elle était à un âge où elle devait y aller. C'est aussi assez révélateur finalement que ta sœur avait pas envie. Ça et puis montre moi, un truc c'est bizarre, aussi à ce moment-là, ça m'a juste dit non, je veux pas y aller. Alors que c'était mon père c'est petite, en grandissant, c'était l'amour de ma vie. C'était, ouais, bien sûr. Et qu'à ce moment-là, t'avais pas eu. Et j'avais pas eu, on n'avait pas mis de mots sur ce qui allait pas chez moi encore. Donc, ouais, c'est ça. C'était juste un instinct en fait. Ouais, un truc en toi, t'étais un peu là. En fait, il y a un truc qui me va pas dans cette relation, puis j'ai pas envie. Donc non, j'habitais plus avec mon père. Une fois, j'ai voulu y aller parce qu'on avait un chalet en Haute-Savoie. Et quand je suis arrivée chez lui, mon père, il m'a regardée. Il m'a dit mais va-t'en, t'as rien à faire chez moi. Et je suis partie, je suis jamais revenue. Le lendemain, avec ma mère, on allait chercher mes frères et sœurs. Il était en larmes, il disait ah mais je t'ai perdu, tu sais que j'y pensais pas, mais en fait c'était trop tard. Ouais. En fait moi j'attendais que ça. Il a validé en fait. Ouais. Mais par contre là, la procédure avait déjà été engagée. Mais du coup, toi, tes frères, ça leur posait... Enfin, ouais, c'était ok, ça leur posait pas de problème, ils étaient contents de voir ton père. Ouais. Moi, en fait, ce qui me posait problème, c'était pas pour aller voir mon père que j'y allais, mais c'est parce que j'avais l'impression un week-end sur 2, manquer des moments avec mes frères et sœurs. Ouais. En fait, ils étaient une fratrie sans moi. Alors que moi, je me battais pour eux, pour que eux, ils soient pas traumatisés comme moi. Et eux, ils avaient une vie tranquille de fratrie sans moi, dans laquelle je faisais pas partie. Ouais. Et c'était hyper compliqué à... Ouais, tu loupes les bons moments quand même, enfin, parce qu'il y avait quand même des moments fun aussi. Oui, parce qu'au final, cool, quand on allait au chalet, nous on passait juste les journées dehors à jouer dans la forêt parce qu'on avait un super grand terrain, on avait un baby-foot, on avait une table de ping-pong, on faisait du tir à l'arc, enfin... Ouais, l'éclate quoi. Ouais, et puis au final, lui on le voyait jamais, juste il faisait à manger. Ouais. Quand il faisait à manger. Je veux juste faire là une petite parenthèse parce qu'il y a, comme d'habitude, il y a cette espèce d'a priori que la pédocriminalité c'est que chez les pauvres, c'est que chez les gens qui n'ont pas d'éducation, parce qu'il y a tellement d'a priori, il y a du classisme, il y a du racisme, et du coup on fait plein d'amalgames, et en voyant une famille comme la tienne, famille parisienne avec plein d'argent, voilà, on accorde tellement d'importance à la réputation. Hannah Gadsby en parle aussi, qu'on va tout de suite dire mais jamais, c'est pas possible chez eux, de la pédocriminalité dans une bonne famille entre guillemets. Et on va vraiment dire, c'est comme le sexisme, le problème de sexisme, de pédocriminalité, c'est la banlieue, c'est bien sûr les gens foncés de peau. Les immigrés. Alors que souvent, en plus, dans ces familles riches, ils font que reproduire ce qu'eux, ils ont vécu. Oui, c'est ça en plus. Parce qu'on a tous la même condition humaine de merde, c'est-à-dire on subit des choses, on a tendance à les perpétuer. Juste parce que t'es riche, ça fait pas que... Ça veut pas dire que t'es immunisé à ça, quoi. non. Mais c'est ça, mais tout est tellement dans l'apparence. C'est ça, en fait. Et ils sont tellement bons à ça que tout ce qui se passe derrière, tu peux même pas te douter. Ouais, mais les gens connaissent. On Ah oui. sait que c'est pas possible. Évidemment. Pendant cette procédure, c'était qui tes soutiens, en fait? Ma maman, mais à double tranchant, parce que c'était mon soutien, mais elle m'a pris pour son soutien. Et elle a déversé sur moi tout ce qu'elle a vécu avec mon père. Enfin, ce qui a ajouté à mon traumatisme. Alors, je lui en veux pas parce qu'elle a géré comme moi, mais on a géré comme on a pu. Ouais, bah oui. Et puis, c'était moi la maman au final. Enfin, c'est moi qui me suis battue pour mes frères et sœurs. Elle a pris le relais au bout d'un moment, mais elle a pris le relais trop tard. Ouais, c'est tout d'un coup toi qui as été son rock et puis elle s'est effondrée sur toi. Et à chaque fois qu'elle apprenait, quand ça a commencé à se savoir qu'on avait porté plainte, on a plein d'échos qui sont revenus, des amis de la famille, des anciens scouts de mon père, qui sont revenus en me disant mais tu sais, mais moi aussi il m'a fait ça. Et ma mère au fur et à mesure elle a déversé sur moi. Et elle m'a tout dit. Et ça a rajouté à mes cauchemars, ça a rajouté à... Genre toute info en plus qu'elle recevait sur ton père, elle te... Genre il a essayé de coucher avec un tel, il a violé un tel, il a machin, et tous des gens que je connais. Hein. Ouais, disons que c'est bien d'être transparent. C'est des choses qu'une enfant de 16 ans n'aurait pas dû entendre. Voilà, c'est ça. Parce que mon traumatisme tel qu'il était déjà suffisant. Et là j'ai pris le sien avec. Et je l'ai porté. Parce qu'elle n'arrivait pas à le porter toute seule. Ouais, bah c'est ça, elle sortait aussi, enfin elle ouvrait les yeux sur toute sa situation et puis sur tout ce qui se passait ailleurs, puis peut-être que... Bon après, si un jour elle écoute ce podcast, elle va peut-être se dire mais moi je l'ai pas du tout vécu comme ça. Mais toi, oui. Moi, oui. T'avais d'autres gens dans ta famille, justement, qui vous soutenaient, qui vous croyaient. Enfin, toute la famille de ma mère, la plus grande partie de la famille de ma mère, oui. Ouais. Il y en a qui nous croyaient, qui nous soutenaient, mais qui voulaient pas couper les ponts avec mon père. Parce que mon père est une excellente personne à avoir dans sa poche en cas de besoin. Ah, ça c'est horrible. Mais tu sais, c'est horrible, oui et non, parce que il y a 2 ans, je suis partie en Chine pour mes études et j'étais la seule française. Je comprenais rien du tout. Et en fait, je me suis dit, mais si là, maintenant, il m'arrive un truc, le seul qui peut me sortir de là, c'est mon père. Même à 15 000 km. Ouais, mais je veux dire, c'est ton père. Mais genre que d'autres gens veuillent quand même pas couper les ponts.
Parce qu'il a un bon carnet d'adresses. C'est un peu... Voilà, c'est notre réaction à chaud. Mais j'ai vécu ça à une plus petite échelle, genre entre amis, avec des potes, où genre moi j'ai voulu couper des ponts avec des potes. Et j'ai d'autres amis qui m'ont dit je comprends, mais moi je pourrais pas. Et moi je suis là, Si tu cautionnes, tant mieux pour toi. En fait, j'ai voulu, au nom de pas être trop noir et blanc, j'ai voulu dire non, mais je comprends, ça m'appartient cette histoire. Mais à un moment donné, faut trancher aussi, quoi. Selon ce qui se passe. Il y a des trucs qui sont pas pardonnables. Oui, c'est ça. On parle. Je suis en train de tuer ton cactus. C'est le 4e coup. Je compte. Oui, là on parle. Enfin, je sais pas, mais moi, une personne que je sais qui a violé des gens, qui a abusé d'enfants, bah non, je ne la garde pas dans ma vie en fait. Ouais. Et évidemment. Il n'y a pas une limite qui se pose là, elle se pose où? Un mec comme celui de ton père en fait. Exactement. Bah, elle se pose nulle part en fait. Mais est-ce que, je sais pas, moi je me demande en fait si les gens disent on vous croit, mais genre est-ce qu'ils croient vraiment? En fait, je pense qu'ils croient mais qu'ils comprennent pas. Ah, qu'ils saisissent pas genre la portée, l'ampleur de la chose. Ouais. Ils se disent ça va, il les a pas touchés quoi. Alors, je pense qu'ils ont pu dire ça pour moi, pas pour tout le monde. Parce que moi, il m'a pas touché, mais il y en a d'autres qui l'en a touché. On a eu des témoignages pendant le... C'est ça, c'est que vous avez eu des gens qui sont venus et qui vous ont dit moi aussi. Ah, il y a prescription. Donc, t'étais pas isolée, je veux dire, comme cas. Non, bah non. Mais ça a pas suffi, en fait. Mais même, c'est ça aurait suffi. Mais moi, c'est ça. Je comprends pas. Je suis un peu là, genre, il y a des gens... Oui, mais il y a prescription. Mais... Oui, mais c'est arrivé quand même. What? Genre, alors, ok, il avait eu 18 ans la semaine dernière. Mais du coup, c'était quand même un jeune, je sais pas. Genre... Et puis, ça devrait peser dans la balance. Oui, sur genre... Genre témoin de personnalité, peut-être. C'est ça, au moins me croire plus. Juste ça, déjà. Juste ça, juste... Ouais. Donc la famille de ma mère nous a cru. Par contre, dans la famille de mon père, ils ont coupé les ponts avec moi et avec ma mère parce qu'on était des sorcières qui avions inventé un mensonge effroyable sur le fils héritier. Ouh. Et non, c'était vraiment très très compliqué. Ma tante a pris ses distances avec nous, mais pas mon oncle. Donc ma tante a 10 ans de plus que mon père et mon oncle a genre 3 ans de moins que mon père. Donc mon oncle, il est en première base. Ouais. Dans le développement narcissique et pervers de mon père. Donc c'est le premier à avoir tout pris. Et très vite, il s'est détaché. Donc lui, il a eu aucun doute. Ok, il savait. Cru, quoi. Il a aussi compris que c'était quelqu'un, même si c'était son frère et qu'il l'aimait, c'était quelqu'un qu'il ne pouvait pas avoir dans sa vie pour son bien-être à lui. Ouais. Quand nous, on a fait pareil, ça l'a pas étonné. Il l'a compris. Et d'ailleurs, moi, j'ai passé mes vacances cet été chez lui. Enfin, c'est ma famille. C'est mon nom, c'est mon sang, c'est ma famille. Ma tante, qui, elle, est vraiment très sous la coupe de mon père, elle a fait un rejet complet. On était des abominations. Mm-hmm. Et le plus compliqué, c'était mon grand-père. Ouais. Parce que mon grand-père, c'est mon tout. Ouais, tu l'aimais énormément. Moi, je suis très, très, très racine. Et puis mon grand-père, c'était la base. Je voulais faire le même métier que lui. Je voulais... Ok. Et en fait, on avait... Non, on va s'arrêter là. Ok, ça va. Très bien. Et lui, ça a été très compliqué de gérer ma relation avec lui parce que mon père a emménagé chez lui quand il est parti chez ma mère. Normal, hein, t'as 50 balais, tu retournes chez tes parents. Alors que t'as plein de thunes, mais bon, peu importe. Et que t'as une maison à toi à côté. Ah non, il faut aller vivre chez son père. Oui. Donc il allait vivre chez son père. Et donc moi je l'ai recroisé du coup aux fêtes de Noël auxquelles j'allais pour voir mon grand-père. Fête de Noël, fête de Pâques, anniversaire. Et à chaque fois mon grand-père c'était mais tu sais, il faut que tu sois gentil avec ton père, il souffre beaucoup. La victime, quoi. Ton père, c'est la victime. Mais mon père, c'est une victime, mais on a ruiné sa vie. Et en plus, avec ce procès, on a vidé son compte en banque. Ah, le pauvre. Et déjà, au moment du divorce, où il est venu pleurer au pied de ton lit, ta maman ci, ta maman ça, c'était la victime. Oui, c'est ça. Il est très constant dans ses... Ça, c'est sur le patriarcat en général. Il est très constant. Une bonne ligne de conduite qui suit bien. Et puis, donc, c'était vraiment très... à chaque fois, ton père, il est malheureux, il faut que tu sois vraiment très gentil avec lui. Et plus tard... Quand j'ai commencé à grandir, que j'ai commencé à voyager toute seule, que je suis allée voir aussi plusieurs fois mon grand-père toute seule, on a mangé ensemble et je lui ai vraiment expliqué qu'est-ce qui s'était passé. Et ce jour-là, c'est arrivé qu'une fois parce qu'après mon père lui a à nouveau retourné la tête. Mais ce jour-là, il a compris et au moment où je suis partie, il m'a dit perdre ses parents, c'est une des choses les plus dures qu'on peut avoir dans une vie. Ouais. Mais la façon dont toi, tu as perdu ton père, c'est encore pire. Okay, il a eu un moment de lucidité, quoi. Mais par contre, mon grand-père, il a toujours dit je vous crois, mais c'est mon fils. C'est son fils. Dans le cas où c'est son fils, je peux concevoir une espèce de volonté de le protéger. Ouais, de fusionner des contradictions. Parce que c'est clair,
Quand est-ce que tu vas renier un fils ? C'est une bonne question. Est-ce que tu renies un enfant un jour ? Parce que je pense que tu dois avoir un instinct parental quand même quelque part. Et s'il y a une personne, tu peux renier tes parents, je suis pas sûre que ce soit aussi facile de renier tes enfants. Mais par contre, tu vois, mon grand-père, il a pas renié mon père, mais il m'a pas renié moi non plus. Voilà, parce que moi aussi, je suis son sang. Justement, il a fusionné des contradictions, il a dû faire avec une espèce de drame interne, j'en sais rien, je présuppose. Et en soi, il a pas renié ma mère non plus. Hein. Il est allé manger avec ma mère, elle a raconté son histoire, et pareil, il lui a dit je te crois, et ça me fait beaucoup de peine, mais c'est mon fils. C'est trop dur. Par contre, je te crois, ça me fait beaucoup de peine, mais c'est mon pote, ça compte pas. Non, ça marche pas, ça. Quand c'est ton fils, oui. Mais écoute, on délire bien autour d'une binge. Oui, c'est ça. Il est drôle quand même. Il est marrant et puis il peut me sortir de la merde si j'ai un problème. Il peut me trouver du taf, ouais, c'est ça. Enfin... Mais ma tante, du coup, et son mari, qui m'avait renié, ont retourné à nouveau leur veste à la mort de mon grand-père quand ils se sont rendus compte qu'en fait, on n'était pas complètement folle et qu'il avait volé pas mal d'argent à mon grand-père. Et que du coup, leur héritage à eux était parti aussi dans les merdes de mon père. Et là, ils se sont dit... Voilà, du coup, ils se sont dit, ok, peut-être elles avaient raison. Ah, mais il est pas si honnête. Peut-être il est pas si bien comme gars. Non, ou simplement, juste maintenant, le narratif que lui, c'est le vilain, ça nous arrange, en fait. Ouais, c'est ça. C'est même pas qu'on te croit tout d'un coup, c'est pas qu'on réfléchit, on dit, ah ouais, non, c'est juste que là, ça nous arrange que le gars soit le pédophile maintenant. Ouais. Je présuppose, je connais pas ta famille, Marie. Je fais des spéculations. Je te les présenterai pas. Promis. Ils seront pas là à mon mariage. Okay. Sans blague. Le mariage de Marie, ce sera côté maman, et puis bon. C'est ça. Puis du coup, ça fait que la plupart du temps, tu vivais donc avec ta mère, tes 2 frères et ta sœur. Puis vous aviez... Enfin, ça se passait comment, un peu au quotidien ? Il y avait une bonne ambiance, vous vous entendiez bien ou... Non. Ils te soutenaient, tes frères et sœurs ? Non. Non. Absolument pas. Ok. Mais en même temps, il faut savoir... je les comprends parce que ça a été un poids tellement, tellement lourd pour moi, à un âge où j'étais pas capable, j'avais pas les épaules, et j'ai vrillé. Donc je suis devenue irritable, méchante. Ouais. En plus, ils comprenaient pas, ils me soutenaient pas. À cause de moi, ils pouvaient plus voir leur père. Parce que du coup, quand le SPJ s'en est... Au début, ils avaient pas le droit de le voir. Après, ils pouvaient le voir seulement en présence de quelqu'un. Il y a eu plein d'étapes. Et moi, j'étais invivable. Et j'étais vraiment, vraiment pas bien. Et c'est compliqué quand t'as quelqu'un autour de toi qui est pas bien. Je suis tombée en dépression, très très forte dépression. Ouais. Je faisais des cauchemars toutes les nuits dans lesquels je me faisais violer toutes les nuits. Ouais. Ma psy a décidé à ce moment-là de me mettre sous antidépresseur. Ça a un peu amélioré les choses, mais il y a eu beaucoup de hauts et de bas à chaque fois qu'on a essayé de diminuer. J'ai toujours fini par replonger. D'ailleurs, aujourd'hui, je suis encore sous antidépresseur. Et donc, non, ça a été très très compliqué pour mes frères et sœurs. Ils se sont beaucoup éloignés de moi. Ce qui a rendu les choses encore plus dures parce que moi, c'est pour eux que je me battais. Ouais. C'est pour que eux ils vivent pas ça. Ouais, parce que toi, c'est pour que eux se retrouvent pas dans l'état dans lequel j'étais. Voilà, c'est ça. Alors comprenez, merde. Ouais, c'est ça. C'est que pour toi, c'était trop tard, entre guillemets, puis eux, t'avais pas envie que ça leur arrive la même chose. Ouais. Du coup, c'est difficile quand tu vois que les gens comprennent pas. Et en même temps, justement, t'as tes propres problèmes à gérer, et puis ça fait que... Ouais, mais du coup, dans mon narratif, le démon c'est mon père, dans le leur, le démon c'est moi. Ouais. Oui, puis puisque t'allais mal, tu devenais insupportable, c'était trop facile de te démoniser. Ouais, en plus. Quand t'es gamin, en plus, ta grande sœur, elle te gueule dessus, par exemple, ça va vite, quoi. Ouais. Donc ça, c'était... Non, mais ça en était arrivé à un point, encore il y a quelques années, ma sœur, elle voulait pas que je rentre à la maison pour les vacances. Ouais. Elle voulait pas que je rentre à la maison pour mon anniversaire. Et une fois, j'ai surpris une conversation téléphonique. J'étais au téléphone avec ma mère, et ma mère a oublié de raccrocher, et il y a ma sœur qui a débarqué, c'était pour mon anniversaire. Elle lui dit, je veux pas que Marie, elle rentre pour les vacances, elle va tout nous gâcher. Ah, c'est dur. C'est dur à entendre. Ouais. Alors que moi, il y avait eu un spectre de progression dans mon état. Bon, c'est plus le cas. Maintenant, je m'entends très bien avec ma sœur. Et on va manger ensemble toutes les 2 une fois par semaine sur sa demande. Ouais, c'est cool. Ça a évolué, mais disons que ça change pas que quand t'étais un peu au plus bas, eux, ils comprenaient pas forcément que c'était difficile. Et puis ma mère a fini par abandonner aussi. Ouais. Abandonner moi, parce que j'étais trop mal. Ouais. Elle a dit, je peux plus rien faire. Genre, limite, je te fous dehors parce que... À un moment, elle était pas loin. Elle m'a sorti des phrases comme « T'es vraiment comme ton père ». Ouais, c'est rude.
Ça aussi, c'est rude à entendre. Ouais. Mais tu vois, le truc, c'est quand elle me disait un truc comme ça, j'étais tellement invivable que moi, j'étais capable de pas lui adresser la parole pendant 3 semaines. Enfin, c'est clair que c'est difficile à vivre, justement, quand t'as quelqu'un qui est en train de vivre un trauma et puis qui est au bout du rouleau, en fait, qui est en dépression, désagréable, irritable et tout, puis que ta mère, en fait, elle avait ses propres trucs à gérer aussi, puis... Et elle avait 4 enfants. Et elle avait 4 enfants. Puis tout d'un coup, t'en as un qui prend autant de place. C'est difficile à vivre. Et puis pour toi, c'est horrible parce que t'as vécu tout ça, tu portes toute la procédure sur les épaules et tu te mets tout le monde à dos. Ouais, c'est ça. Tout le monde te déteste. Pas de soutien, c'est qu'on est agressif envers toi, en fait. Exactement. On te démonise. Et je pense, quand on te diabolise comme ça, je pense que tu te vois aussi un peu comme le diable, non? Enfin, Ah, mais j'étais très, 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 très mal dans ma peau. Hein. Tu te vois vraiment comme la mauvaise personne, en fait. Ouais. C'est ça, en fait, qui est horrible, c'est que t'as vécu ce que t'as vécu avec ton père, et puis le carnage qui en suit, quoi, ça fout en l'air des familles. Ouais, c'est ça, on se rend pas compte de la tornade que ça fait, en fait, dans ta vie, quoi, parce que ça fout tout en l'air. C'est pas ton père est parti, c'est réglé. Tu vas Disney à la télé ensemble. Ouais, c'est ça. Cool. Tu vas voir une psy 2 fois par mois, et puis jusqu'ici, ça va bien se passer. Ouais. C'est pas ça le processus. La psy, c'est 4 fois par semaine. Et puis c'est encore t'es sous antidépresseur, et puis voilà. Puis tout le monde te déteste. Ouais. Voilà, c'est bien résumé. Donc en fait, Marie, si on essaie de récapituler ce qui s'est passé jusqu'ici, c'est que toi, t'es chez ta psy parce que tes parents se divorcent. Elle repère qu'il y a un traumatisme du type sexuel dans ton passé. Tu comprends, tu commences à conscientiser que beaucoup d'actes que ton père faisait à la maison, c'était ce qu'on appelle de l'abus sexuel contre des enfants, impliquant des enfants. Ceci a enclenché une procédure. Et pendant cette procédure, tu t'es mis ta famille à dos parce que tes frères et sœurs ne comprenaient pas pourquoi, à cause de Marie, on peut plus voir notre père. Ça a enclenché une dépression très difficile chez toi, ce qui faisait que ta relation avec ta famille devenait d'autant plus difficile. Tu avais, heureusement, quand même le soutien de ta maman. Tu avais une excellente psy. Tu avais de la famille de ta mère qui vous croyait. Mais côté père, c'était ultra compliqué. C'est-à-dire beaucoup de gens qui vous croyaient pas du tout. Ou des gens, entre guillemets, ambivalents, vous disant on vous croit, mais bon, on va pas quand même renier le pote, le cousin. Et dans le cas un peu plus compliqué, je vais pas renier mon fils. Voilà. Si on se détache un peu de cette partie relationnelle avec la famille, avec tes amis en fait inexistants finalement, niveau de la procédure, elle est enclenchée. Tu nous as dit qu'en fait il y a 2 procédures qui se sont enclenchées en même temps et qui ont été fusionnées. Parce qu'il n'y avait qu'un seul accusé. Parce qu'il y avait des accusations et les accusations de ta mère qui concernait finalement uniquement elle, c'est-à-dire des choses de l'abus que ton père lui avait fait subir à elle en tant qu'adulte, en fait, rien à voir avec les enfants. Du moment que la procédure est enclenchée, quelles ont été les stratégies de ton père? Je sais qu'il y a une espèce de liste qui devient presque comique de tout ce que ton père essaye de mettre en place pour qu'à la fin il soit acquitté, en fait. C'est vrai qu'il a essayé beaucoup de choses, un peu tous les schémas de base de manipulation. Qu'on connaît finalement. Qu'on connaît, trop bien malheureusement. Ouais. Mm-hmm. Donc on a eu la victimisation, le je suis un pauvre homme malmené par sa femme qui invente des histoires et qui force sa fille à faire des fausses déclarations à la police. Pourquoi? Parce qu'elle voulait ramasser toute sa thune, ta mère? C'était ça le narratif? Oui, je pense. Quoi? Ouais. Quelque chose comme ça. On a eu l'énervement. Non mais c'est pas possible. Je tente. Voilà, c'est ça, le je tente. Les remords. Non mais je pleure, je voulais pas faire de mal. Il a pleuré pendant le procès. Ouais. On a eu les tentatives de récusation des juges. Il a demandé à ce que les juges soient renvoyés parce qu'ils n'étaient pas impartials. Ce qui a marché? Non. Mais pourquoi les juges n'auraient pas été impartiaux? Je sais pas, parce qu'ils devaient sûrement être de notre côté. Et aussi, il se trouve que quand la juge l'a regardé dans les yeux, elle lui a demandé « Mais monsieur, vous entendez tout ce qu'elle dit? Est-ce que c'est vrai ?» Et il a répondu « Oui, c'est vrai, j'ai fait tout ça, mais c'était pas mal parce que j'en avais envie. » Donc c'est le mec qui en plus a avoué ce qu'il a fait. C'est le mec qui a avoué ce qu'il a fait. Qui a avoué devant une juge, oui, c'est vrai. Il a avoué les faits, il a pas avoué l'impact. Oui, mais il a dit « Je me suis masturbée devant ma fille ». Oui, en gros, c'est ça, ouais. Et encore une fois, ça n'a pas eu d'impact sur... Qu'est-ce qui aurait eu un impact? Bref. Et du coup, la juge, pourquoi elle serait impartiale dans ce cas-là? Parce que après cette journée d'audience, elle avait déjà un peu une idée de s'il était coupable ou pas. Ouais, il s'était rendu compte que, en gros, il avait merdé, puis que du coup, il a voulu faire changer... Mais il était aussi extrêmement manipulé par son avocat, parce que son avocat, mon père, c'était la poule aux œufs d'or. Hein. Ouais, Ouais, son avocat, c'était ton père puissance 2.0, quoi. Voilà. C'était ton père, mais avocat. Oh merde. Ouais. Et ça a marché de récuser cette juge? Non.
Il a fait appel au cantonal, ensuite il a fait appel au fédéral. À chaque fois, ça a raté, mais à chaque fois, ça coûte une blinde. On va avoir les reins solides pour chaque fois. Il a réessayé plusieurs fois. Mhm. Je crois même que lui et son avocat se sont pris des blâmes pour outrage à magistrat. Tellement pendant la violence, et même dans les mails, hein, ils étaient d'une agressivité sans nom. Ok. Ah ouais, la protection de ton père, quoi, c'était genre... Ouais, c'était c'est ça, la guerre c'était la... sainte, quoi, Ouais. pour eux, quoi. Pour laver son nom, quoi. Ouais. Puis... Qu'est-ce qu'il a tenté d'autre? Bah, il a tenté ses témoins de personnalité, là. Oui, mais non, je suis quelqu'un d'extrêmement gentil. Regardez, tous ces gens témoignent. Oui, mais si tu fais venir ton amant et ta sœur, ça va pas... Ouais, ils sont pas exactement impartiaux. Non, Hein. absolument pas. Au niveau de ta maman, est-ce qu'il a essayé d'attaquer sa santé mentale? Comme un bon vieux mec. Bien sûr, absolument. Traite les femmes de folles. Donc, l'asile, pour ma tout mère, ça. il a voulu la faire passer pour une folle, pour une sorcière qui, en fait, avait été envoûtée. Parce qu'il faut savoir que ma mère, à un moment donné, elle tenait plus et elle a craqué, elle a été en hôpital psychiatrique. Ouais. Et donc, mon père est parti du principe que c'était une secte, qu'il l'avait endoctrinée pour la faire quitter son mari et pour inventer ce genre d'histoire. Donc moi, j'aimerais bien savoir si une telle secte existe dans ce monde. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qu'il faudrait envoyer là-bas, quand C'est même. ça. Parce que j'entends parler de beaucoup de sectes inverses, mais une secte qui endoctrine les femmes à quitter leur mari. Ça, c'est cool. Genre, Genre, yes. Donnez-moi votre girl. carte de visite. Non, mais je veux dire, Faites de la pub. parce que vous idée, organisez en fait. des séminaires, ça nous intéresse. Mais du coup, elle a fait un séjour dans un hôpital psychiatrique quand tes parents étaient encore ensemble? Ou ça, c'était après? Pendant qu'ils étaient ensemble, pendant qu'ils étaient plus ensemble. Enfin, il y en a eu plusieurs. Oui, une fois, mon père, il est venu vers moi en me disant oui, hier soir, j'ai dû emmener ta mère d'urgence à l'hôpital, elle allait se jeter sous un train. Oui, bien sûr que non, en fait. Toi, tu sais que c'est faux, quoi. Bah, bien sûr que c'est Ouais. faux. Ouais. C'est juste la façon de le présenter pour... Il y a que sur moi que tu peux compter. Tu sais. Ouais, c'est ça. C'était lui le protecteur en plus. Donc, Mais juste, si on peut s'arrêter un instant là-dessus, parce que c'est tellement vieux, littéralement comme le monde. Enfin, à chaque fois que tu lis la biographie d'un mec, récemment, j'ai failli vomir en découvrant toute la vie de Picasso et ce qu'il a fait à toutes ses amantes, toutes ses femmes, dont une qu'il a envoyée en hôpital psychiatrique où elle s'est fait électrocuter par des démarches lacaniennes. Et il y avait même Lacan dans l'affaire. Enfin, c'est tellement vieux comme le monde. L'hystérie féminine, la folie entre guillemets féminine. Ouais. c'est très très pratique. C'est Enfin, moi, vrai. je sais pas. Je pense au affreux film The Changeling avec Angelina Jolie. Oh, Je il crois. est horrible, ce film. Genre, il y a Je l'ai pas... pas vu. Don't. Ok. Genre, Non, moi, regarde pas. C'est Ok. vraiment un film qui m'a traumatisée. Moi aussi. Son fils disparaît. Il lui ramène un gamin, il lui dit c'est ton fils. C'est genre dans les années 20. Puis elle est un peu là, mais c'est pas mon fils. Puis ils sont là, si, c'est votre fils. Puis elle est un peu là, non, c'est pas mon fils. Alors, Et puis qu'est-ce c'est un que- peu ferme ta gueule, c'est ton fils. Genre, Tu l'acceptes. Ferme ta gueule, c'est ton fils. Tu vois, qu'est-ce que tu fais quand LAPD te dit, si, c'est ton fils. Et puis, bah, qu'est-ce qu'on fait quand Et une c'est femme vraie elle histoire. parle C'est inspiré d'une histoire vraie, ça, c'est la petite touche qui fait plaisir, tu vois. chouette. Puis qu'est-ce qu'on fait de ça, de cette femme qui nous emmerde là, avec ses problèmes, en plus, femme mère célibataire ou veuve, je sais pas, enfin bref. Bah, on l'enferme. On va la mettre dans un hôpital psychiatrique. Ah, ça, ce film, j'ai la chair de poule. Jusqu'à ce qu'elle dise oui, d'accord, c'est mon fils. Jusqu'à ce qu'elle dise, ok, c'est mon fils. Arrêtez de m'électrocuter, quoi. Genre, c'est bon. Voilà. Donc voilà, c'est le genre de truc où on sait que ça se fait, et je me dis, c'est vraiment très très pratique de dire, mais vous êtes folle en fait. C'est vachement pratique. C'est hein. pratique, non, T'es mais folle ou vous t'es n'êtes une pas sorcière. capable de Mais tu discernement. sais que moi, ils ont dit ça. Ils ont dit qu'on était des sorcières. Mais vraiment le mot sorcière, quoi. Oui, Non, ils le ont mot utilisé le mot sorcière. sorcière. Ils ont utilisé le mot sorcière. C'est assez révélateur aussi d'utiliser le mot sorcière. quoi. Ça veut dire que tu fais un truc juste. Exactement. Moi, je suis au stade de ma vie, si on m'entraîne de sorcière, je suis là, genre, je remercie. Thank you. vraiment. C'est un super compliment. Je remercie tous ceux qui m'ont soutenu dans cette démarche. Thank the Academy. Qui reconnaissent mon identité de sorcière. Oh là là. Et la carte, du coup... Et il a aussi joué la carte de sa santé mentale à lui. Voilà. C'est lui qui va mal. En fait. Et en fait, genre oui. Oui, sans blague. oui. Absolument. Et donc c'est un peu ce qui est ressorti, c'était que il n'avait pas pu construire les limites d'une personne rationnelle en grandissant, et puis que du coup s'il faisait du mal, c'était pas vraiment de sa faute. Ouais. Qu'il n'était pas pénalement tout à fait responsable de ses actes. Mais genre, je sais pas, enfermez-le du coup. Oui. C'est ça, en fait. Mais est-ce que ça a marché? Enfin, est-ce que ça a été accepté, pris en compte Ça a été pris en compte, Ok. enfin, comme un peu
une sorte de mini dédouanement parce que c'était quand même petit, tu vois, c'était pas, il est complètement... C'est ça, il est capable de discernement, c'est pas... voilà. C'est ça, c'était léger, c'était très nuancé, légèrement pas responsable en fait. Mais il s'appuyait sur quoi ? Il disait qu'il avait vécu ça aussi Bah, il y avait le fait qu'il avait vécu ça aussi. Ouais, ok. Et le fait en fait qu'il avait développé une sorte de pathologie qui en fait, sa construction des limites s'était arrêtée à celle d'un enfant de 3 ans. Maintenant, je sais qu'il a fait aussi l'autre truc qui est vieux comme le monde, c'est qu'il a porté plainte contre ta mère. Oui. Pour diffamation. Oui. Voilà. Classique. Absolument. Un autre classique. Ça a marché aussi ? Enfin, du coup, ta maman a dû aller en procès pour ça ou Je t'avoue que c'est la partie où j'ai arrêté de suivre parce que je voulais plus m'intéresser à ce qui touchait à ma mère. Je comprends. Ouais. Du procès. Ok. Ouais. Donc je sais pas tellement comment ça a abouti, mais je crois que ça a abouti nulle part parce qu'à la fin c'est lui qui devait des thunes à ma mère et pas l'inverse. Oui. Donc, faut croire que ça a pas très bien marché. Non. C'était un peu... Ouais. Et il a aussi lâché une super phrase qui malheureusement représente beaucoup trop bien une réalité collective sur le type de non qu'on peut dire. Il a expliqué en long, en large et en travers que quand une femme disait non, il y avait des grands noms, des petits noms, des noms qui voulaient dire oui et des noms qui voulaient dire non. Culture du viol. Ta-da-da. Ça fait plaisir. Et des fois, elle ne savait pas. Ouais, ce que ça, c'était de elle dire disait, ouais, ça, elle disait non, mais elle savait pas encore qu'elle allait dire oui. Bon, finalement, c'est aussi un peu un classique. oui. Un James Bond. C'est un petit peu facile. Je pense que c'est bien de souligner à ce moment-là quand même qu'il a dit ça au procès, qu'il a dit oui, je l'ai fait, mais c'est pas grave parce que j'en avais envie. Oui. Et comme on l'a dit au début, il a été acquitté. C'est ça en fait. Bah déjà, toute l'affaire est bourrée de contradictions. Genre, il y a des grands noms, il y a des petits noms, et ça fait encore qu'elles veulent dire oui, donc c'est à moi de les persuader, mais en même temps, je suis pas responsable de mes actes parce que j'ai été aussi abusée quand j'étais petit, puis mes limites se sont arrêtées quand j'avais 3 ans. Donc voilà, enfin, je veux dire, à un moment Puis donné, j'en avais envie. J'en avais envie, donc c'est absolument pas une mauvaise chose si j'en ai envie. Ouais, moi je comprends pas. Ouais. Puis on a envie de croire que Red le gars c'est un light. cas particulier, mais pas du tout en fait. Ça Non. c'est genre c'est un slogan. C'est la Je suis base. désolée, c'est un slogan de homme cis hétéro blanc quoi. Enfin genre j'en ai envie donc c'est ok non. Je suis son père, Ouais, j'ai tous voilà, les droits de toute c'est façon. ça. C'est le slogan. On C'est le est là. slogan. On pourrait faire des affiches, Il des peut faire des panneaux. banderoles et des t-shirts, je veux dire, Ouais, on en non, est là. c'est le blason avec comment t'avais la devise. C'est la Ouais, devise. J'en ai envie donc c'est ok. Ça serait trop cool de faire ça. On fait le blason et la devise des hommes. Ouais, c'est ça. J'en ai envie, donc c'est ok. Ou mes intentions n'étaient pas mauvaises. Et tu savais pas encore que tu voulais. Bref. T'as dit non, mais c'est juste parce que tu sais pas encore que t'en as vraiment envie. Compris. T'as pas compris. Et je trouve ça complètement genre flagrant et ça veut tout dire que le mec a avoué ce qu'il a fait. Il a pas dit non, j'ai pas fait. Tout était là en fait. Il y a eu des témoins qui appuyaient ce que toi tu disais. Et, enfin vraiment un panorama assez parlant sur ton père. Et à la fin, il est acquitté. En plus, le gars, moi je l'imagine un peu comme un animal qui sait plus comment se défendre, qui va dans tous les sens dans ses salles. Ouais, de c'est un procès. petit peu ça, ouais. Ouais, genre, tu sais, qui se marche dessus, tout ça, il essaye toutes ses stratégies. À la fin, il est acquitté. Est-ce que tu sais comment ça se fait qu'il a été acquitté, en fait ? Sur la base de quoi on a pu dire, en fait, il est innocent ? Je pense que ça s'est joué à la toute fin sur la plaidoirie de son avocat, parce qu'il y a toujours cette chose que le doute profite à l'accusé. Et il a joué sur le doute. Mais où est le doute ? Mais ouais, c'est ça. Où est le doute ? Le doute, c'est que c'est derrière les portes closes d'une famille. Peut-être que tout n'est pas vrai parce qu'il y a un divorce en jeu, parce qu'il y a telle chose et... Mais les scouts, mais les autres. Mais les autres ne peuvent pas être pris en considération parce qu'il y avait prescription. Donc ils n'ont pas le droit d'utiliser ça comme pièce. Ils n'ont pas le droit d'utiliser ça pour donner leur jugement. C'est pas recevable. Alors oui, on l'a donné, mais c'est pas recevable. Donc, ton cas, c'est zone grise. Zone grise. Et du coup, il y a doute, donc on acquitte. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il y a, enfin, je sais pas, des moments pendant les procès où tu t'es senti soutenu ou des trucs, que ce soit des témoignages où tu voyais un contact peut-être avec le juge, la juge, le procureur ou ce genre de choses? Est-ce qu'il y avait une valeur quand même à ce toute cette procédure ? Non, clairement, il y avait une valeur. Ok. Déjà, mon père et son avocat, c'était un sketch. Franchement, dès que tu mets la distance nécessaire, mais à mourir de rire. Et d'ailleurs, il y en a eu une ou deux perles où avec
Ma mère, on était morte de rire. On était une ligne dans laquelle il y avait ma meilleure amie, moi, mon avocate, ma mère, l'avocate de ma mère, l'avocat de mon père. Et en face, il y avait les juges sur leur podium, machin. Et au milieu, entre nous, il y avait une chaise qui faisait face aux juges avec les témoins qui passaient. Et il y en avait le témoignage. Il y a plusieurs fois où on a réussi à retenir notre fou rire, là on n'a pas réussi. C'est quand ma psy a été interrogée. Moi, j'avais délié le secret professionnel. Et du coup, elle a parlé de tout, des symptômes qui montrent que effectivement c'est un abus sexuel. Elle a vraiment appuyé mon témoignage. Et puis, à un moment donné, l'avocat de mon père, il se lève et il dit « Mais madame, je comprends pas, je vois pas qu'est-ce qu'il y a de sexuel à mettre sa main dans son slip. » Et ma psy, elle a bugué. Franchement, il y a eu un silence qui a plané. Elle s'est retournée pour parler directement à l'avocat. Elle a dit « Mais monsieur, dans un slip, il y a un sexe. » C'est tellement... C'est dans la définition limite du truc. Et on a explosé de rire, mais on n'arrivait plus. Hein. C'était juste pas possible. Même la procureure, elle était morte de rire de l'incrédulité de la chose, en fait. Ouais. Un sketch, un vrai sketch. Pareil, pendant le témoignage de ma psy, il a dit quelque chose, mais si se gratter les couilles, et mettre la main dans son slip pour se gratter les couilles... c'était un abus sexuel, c'est pas possible, de toute façon, tous les hommes le font, mettre leurs mains dans leur slip. Pareil, ma psy, ça trouve, mais monsieur, on connaît pas les mêmes hommes. Ouais, on ne se quittait pas, ne m'invitez pas à vos soirées. C'est ça. Donne des adresses, on boycotte. Ouais, vraiment. Disons que lui, il avait la même stratégie que ton père, en fait, avec vous, c'est de faire comme si c'était normal. Ça s'appelle du gaslighting. Juste, mais non, mais c'est toi qui vois des choses. C'est toi qui vois des choses. Tout le monde fait ça. Mais oui, c'est normal. Tout le monde se masturbe devant ses enfants, je veux dire. Puis c'est un homme, il a des pulsions. Il normal. En a envie. Mais il en avait envie, en plus. Ah, mais t'as dit non. Mais tu savais pas que ça voulait dire oui. Il y a quand même la procureure. Elle s'est battue pour nous, mais avec une férocité. Ouais. Incroyable. Elle a demandé 5 ans de prison ferme, sans possibilité de sursis. Ouais, tu te sens soutenue dans ce moment-là, en fait. Ouais. Tu te dis, ok. Mais aussi, c'est très, très contradictoire, parce que à l'intérieur de moi, c'est mon père. Et s'il va en prison, c'est à cause de moi. Ouais, d'accord. Et il y va pour des crimes sexuels sur des enfants. Donc, il va se faire défoncer en prison. Ouais. Donc, t'étais peut-être un peu ambivalente. Enfin, c'est pas que du sentiment chaleureux, cool... Non, parce que je préférais qu'il se soit rien passé et que j'ai pas besoin de faire ça, en fait. Tout à fait. J'ai pas du tout envie, j'ai pas envie de priver mes frères et sœurs de leur père si eux, ça marche pour X ou Y raison, tu vois. Parce qu'en fait, si lui, il va en prison 5 ans ferme, t'en subis des conséquences aussi, en fait, qui sont pas des moindres, comme tu dis. Tes frères et sœurs qui voient pas leur père. Si il va survivre tant bien que mal à la prison, c'est toi qui vas peut-être vivre de la culpabilité, alors qu'on est d'accord, c'est pas ta faute, mais genre, t'en subis des conséquences concrètes, quoi. Donc c'est compliqué pour toi. C'est ça a vraiment fait ce chemin-là dans mon esprit. Et à la fin, la juge, elle s'est énervée contre mon père, parce que c'était tellement incohérent ce qu'il disait. Il y a des petits noms, des grands noms. Bien sûr, je l'ai fait, mais j'en avais envie. Mais à un moment, elle dit, mais monsieur, mais vous vous rendez compte de ce que vous dites? Et là, il y a votre fille qui souffre de quelque chose que vous avez fait, vous n'avez pas quelque chose à lui dire. Et là, mon père, il était en larmes, il était là, mais non, je sais pas, machin. Et la juge, elle l'a regardé, mais monsieur, genre un mot qui commence par P, et pas en 4 lettres, je vous prie. Parce qu'il avait passé sa vie à te traiter de pute, quoi. Voilà. Ouais. Et là, il était là, mais je suis tellement désolée, je voulais pas te faire souffrir, machin. Donc, au final, tiré et forcé, mais j'ai eu mes excuses de la part de mon père. Est-ce qu'ils ont eu un effet et la reconnaissance. Ben, j'ai recommencé à vivre. C'est vrai. Ok, c'était vraiment un truc dont t'avais besoin, quoi. Ce qui est compréhensible, finalement. Oui. Parce qu'en fait, après, il y a toujours eu des allers et des retours de la part de mon père. Mon père a de la mémoire très très courte, il faut savoir. Mais quand il réalise quelque chose, le lendemain, il l'a oublié. Donc après, j'ai encore eu des insultes, des machins, mais c'est toujours d'un jour à l'autre, ça change. Mais j'ai des insultes, des choses hardcore. Des fois, il m'envoyait des messages morts de rire. Toi, t'es en HEC, avec des smileys morts de rire, on dirait vraiment pas, vu comme t'es conne, machin. Ou des trucs ultra gratuits, comme ça, aléatoires. Complètement gratuits, ou j'ai vraiment... J'aimerais que tu te maries le plus vite possible pour changer de nom parce que tu mérites pas de porter mon nom. Pas envie de lui dire, c'est toi qui mérites pas de porter. Ouais, c'est ça. Entre nous deux, c'est lequel, à ton avis, qui mérite pas de porter le nom de mon grand-père qui, lui, est un grand homme, tu sais. Mais si, ça m'a aidé à avancer. J'ai un peu lâché prise à ce moment-là. J'avais eu mes excuses. J'avais eu la reconnaissance de la juge qui, au final, disait, même si au final, elle l'a acquitté,
elle a dit que c'était pas normal. Disons que tu as eu une certaine reconnaissance de plusieurs personnes qui t'ont dit c'est pas ok ce qui t'est arrivé. Voilà, c'est ça. Et ton père. Et moi, c'est ce qui m'a suffi pour commencer à avancer, chemin, à faire le deuil de cette histoire-là. Après, je l'ai quand même très très en travers qu'il ait été acquitté, mais il faut dire qu'il a été acquitté 4 ans après. Hein. Ouais, on fait pas C'était pas une tout audience facile. de 12 heures et puis c'est réglé. Bon, il aurait clairement pas dû être acquitté. Est-ce que du coup, parce qu'il a été acquitté, tu te dis à quoi bon cette procédure? Non, parce que déjà, je pense que c'est toutes les épreuves dans une vie qui font la personne que t'es maintenant. Et j'adore la personne que je suis maintenant. Ouais, ça c'est trop bien. génial. Après, je pense pas que tu tiens le discours c'était un bien pour un mal pour un bien, pardon. Non, enfin, faut pas abuser non plus. Non, mais parce que Mais fait, je la raison changerai pour laquelle rien. je dis ça, c'est qu'il y a souvent ce narratif dans la conscience collective que ça m'a fait souffrir, mais quelque part j'en suis reconnaissante parce que je suis devenue qui je suis devenue. C'est quand même pas ça en fait. Enfin, c'est comme tu dis, t'aurais quand même voulu ne jamais vivre ça. C'est ça, j'aurais préféré ne pas le vivre, Ouais. mais en ayant été abusée, oui, je referais les mêmes démarches. Oui, c'est Ouais, ça. Si c'est ça la donnée. Maintenant, t'as quel genre de relation avec ton père? Ça dépend. Quand il vient dans la région, il envoie toujours un message et je les conduis poliment. Ok. Mais en fait, c'est vraiment par période. Et puis c'est vrai que mon père, si je le vois à courte durée, il me met sur un piédestal. Je sais que pas cet été, mais celui d'avant, je suis allée manger avec lui. Parce que j'ai passé une semaine à Paris. Il m'a emmenée au resto et il m'a présenté à plein de gens. Enfin, je suis l'enfant prodigue en fait. Ouais. Ça se retourne très vite. Après, il y a toujours le revers de la médaille. Donc j'essaye d'éviter. Mais c'est vrai que souvent j'ai besoin d'une piqûre de rappel. Il retourne toujours sa veste. Mais c'est vrai que j'ai un peu à l'intérieur de moi ce côté de... Moi je suis très très famille. C'est mon père. Normalement, le jour où je me marie, c'est mon père qui doit m'amener à l'église. Enfin, Ouais. mais ce sera pas lui. Mais j'aimerais bien. Peut-être que je devrais lui laisser encore une chance. Et puis au final, je lui laisse une chance. Et puis T'as toujours un retour de. il y a toujours... Un retour de claque, ouais, je sais pas. C'est ça. Un revers de... Ouais. Ok. Donc, tu sais Donc, que tu peux il me manque pas. Il est pas dans ma vie au quotidien. Des fois, j'ai besoin de quelque chose, alors... Mais le moins possible, parce que dès que tu deviens un minimum dépendante, il te le fait payer. Est-ce qu'il a le même type de relation avec les autres enfants? Avec ma soeur, il a aucune relation. Il essaye de temps en temps. Ok. Mais ma soeur, elle elle l'envoie est péter tout le temps. Avec mes frères, eux, ils le voient. Ils leur donnent des thunes pour leur anniversaire. pratique. Ouais, n'est-ce pas? Et enfin, j'ai un peu l'impression que c'est plus par pitié pour lui qu'ils le voient, pas parce qu'ils ont envie de le voir, parce que c'est un père trop cool. C'est vrai. Ouais, c'est l'impression que j'ai après. Et puis c'est un sujet qu'on n'aborde pas entre nous. C'est un sujet qui n'existe plus. Et puis, du coup, maintenant, ta relation avec ta mère, puis elle, comment ça va en fait? Enfin, est-ce qu'elle. Elle a rencontré quelqu'un. Ouais. Quelqu'un que j'aime beaucoup, qui a toujours respecté mes limites. C'est la seule personne qu'elle nous a présentée qui n'a jamais essayé de me toucher, qui ne m'a jamais fait la bise, qui a toujours respecté les distances depuis le début. Ouais. Il a jamais dormi à la maison parce que je supportais pas, adolescente, d'avoir un homme dans notre environnement. Ouais. Il a été là pour moi quand j'avais des problèmes de couple. Il m'a expliqué beaucoup de choses sur les hommes et sur comment les hommes devraient se conduire avec leurs femmes, autant dans le quotidien qu'au niveau sexuel. Ouais. Chose que moi je savais pas forcément. Je crois qu'elle est très très bien avec lui. C'est cool d'avoir quelqu'un qui te redonne un peu, je sais pas comment dire, un peu une carte, quoi, en mode. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est un exemple en fait. Ouais, c'est ça, un exemple sain en fait, ce dont t'avais cruellement besoin. Oui, absolument. Quelles sont, tu dirais, aujourd'hui les conséquences directes de tout ce qui s'est passé avec ton père et du procès au niveau de ta santé mentale, au niveau de ta vision sur le monde, au niveau... Qu'est-ce que tu vis aujourd'hui? Aujourd'hui, je vois toujours ma psy minimum une fois par semaine. Je suis toujours sous antidépresseur. Je suis célibataire. Parce que... Ça, j'ai envie de dire. Est-ce que c'est un problème? Bah oui, parce que dans mes plans, j'étais déjà mariée à 25 ans, tu vois. Ah ouais. Tu vois, c'est ça. Tu voulais vraiment... Tu veux avoir plein d'enfants et tout ça, Ouais. en fait. Ouais. Dans ma vie, ça, j'ai reproduit. Hein. Je me suis mise en couple avec des gens qui sont comme mon père. Le premier, il était comme mon père niveau sexuel. Le deuxième, il était comme mon père niveau manipulation. Le troisième sera le bon. Donc tu dirais que tu t'es remis dans des relations abusives, en fait. Absolument. Ouais. Mais maintenant, j'ai quand même cette sensation d'avoir reproduit, c'est bon, tu vois. C'est fait. Parce qu'il faut savoir, c'est l'être humain a 3 façons de répondre à l'agression. Soit il court, soit il se bat, soit il fait le mort. Et mon père, du coup, depuis toute petite, m'a entraînée, au final, à rien dire. Donc à faire le mort.
Et le problème aussi, c'est que quand t'as un traumatisme comme ça, je sais pas pourquoi, mais les études disent, et c'est quelque chose qu'on a beaucoup débattu avec ma psy aussi, c'est que les gens qui veulent agresser quelqu'un, ils se tournent vers des gens qui ont déjà été victimes. Ouais. Et du coup, ça a ouvert la porte à beaucoup, parce qu'il n'y a pas eu que mes ex, d'hommes malveillants et malvenus dans ma vie. Et à chaque fois, mon corps a fait le mort. Quand un mec en boîte a voulu mettre du GHB dans mon verre, quand un collègue a tenté le harcèlement sexuel, bah, ils sont tous arrivés à leur fin en fait, parce que mon corps fait le mort. Toutes ces actions de viol, d'attouchement, je les vis, mais je les vois depuis en haut. Je les vois pas depuis l'intérieur de mon corps, je vois la scène comme si je regardais la télé. Et donc ça, c'est quelque chose contre lequel je lutte encore aujourd'hui, parce que ça arrive encore au jour d'aujourd'hui. Et puis j'ai du mal à faire confiance. J'ai aussi tendance du coup à quelqu'un qui s'approche de moi et qui montre de l'intérêt pour moi à très très vite être méchante et l'envoyer péter, parce que c'est moins risqué au final. Il y a aussi où j'ai ce réflexe de pas dire non, parce que si tu dis pas non, c'est pas vraiment du viol. Je veux pas, j'ai dit une fois que je voulais pas, 2 fois que je voulais pas, ok, fais ton histoire, parce que comme ça, c'est pas du viol. Alors qu'au final, 4 ans après, ça ressort en se disant, mais oui, en fait, c'était du viol. Oui, évidemment. Banane. C'est mon mécanisme de survie. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vraiment de la survie, en fait. Ouais. Il y a un truc que tu nous avais raconté, c'est... Enfin, ça me casse vraiment le cœur, j'y pense beaucoup. C'est tes cauchemars, en fait. Tu racontais que normalement, un cauchemar se termine au pire scénario, avant que ça ait... Enfin, est-ce que tu veux nous raconter Ouais. Dans les cauchemars, tu te réveilles toujours... si tu fais un cauchemar où tu tombes, tu te réveilles au moment où tu commences ta chute, ou tu te réveilles au moment où tu meurs, ou tu te réveilles... En fait, tu te réveilles au moment du scénario qui te fait le plus peur. Ouais. Et en fait, le scénario qui, à moi, me fait le plus peur, c'est que les gens le voient, ce qui est en train de m'arriver, et réagissent pas. Donc, dans mes cauchemars, toutes les nuits, je me faisais violer. Et j'ai toutes les images de tous les viols en tête. Parce que ce que j'avais peur, c'est que la personne qui est assise au bout du lit et qui nous regarde réagisse pas. Ouais. Toi, la pire chose, c'est pas le viol. Et à chaque fois, elle réagit pas. C'est la personne qui te soutient pas, en fait. Puis tu le vis vraiment dans le sens... Mais je le vis vraiment, et je me souviens des images, je me souviens de la tête des gens. Ouais. Et ça, c'est des choses qui m'arrivent encore. Hein. Le dernier, c'était la semaine dernière. Voilà, c'est ça. C'est que malgré tout ça, ce genre de choses, malgré les antidépresseurs, malgré le suivi avec une psy, ben ça arrive. Ça reste. Et ça montre que c'est pas t'as pas eu de bol parce que t'as eu un père comme ci, comme ça. C'est qu'une société entière t'a lâché, en fait. Et toi, t'as capté ça. Ouais. Et c'est pour ça que je viens en parler, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Marie. Moi, j'aimerais du coup juste passer un petit moment à dire que moi, aujourd'hui, on te connaît. T'es une femme juste tellement cool. Moi, j'adore passer du temps avec toi. Tu fais un art martial, j'oublie son nom. Tu fais quoi ? De l'iaido. C'est quoi ? Tu peux nous C'est raconter ? le maniement du sabre japonais. C'est trop badass. C'est tellement badass. Et ouais. Tu fais de la moto, t'es une jeune professionnelle, tu viens d'intégrer le marché du travail, t'es ambitieuse, t'es très douée, t'es très drôle. Voilà quoi, t'es une personne à part entière et c'est clair que ça c'est... Enfin, t'en subis les conséquences encore aujourd'hui, mais je voulais juste parler de toi un peu. Puis merci beaucoup d'être venu nous en parler. Ouais, à fond, merci. On apprécie beaucoup parce que c'est pas facile, surtout qu'on sait que pour toi c'est pas simple justement de repasser de nous avoir raconté ton histoire 2 fois vu qu'on avait préparé ça ensemble et que c'est à chaque fois te replonger dans des trucs difficiles. Donc on apprécie beaucoup. On espère que les gens qui nous écoutent aussi. C'est un privilège parce que ça te coûte beaucoup de le faire. Donc c'est vraiment un privilège de l'entendre. Même si on rigole, même si c'est sympa entre guillemets, on se comprend, ça te coûte et on apprécie. Si on rigole, c'est parce que t'es génial. Ouais, c'est ça. Et parce que t'as vraiment fait un putain de boulot sur toi, en fait, aussi. Parce que sinon, ce serait pas faisable. Et c'est possible de s'en sortir. Oui, c'est ça et aussi. Et de devenir quelqu'un de génial. Ouais. Et de quelqu'un qu'on aime soi-même. C'est beau. Et là, on va passer un super moment, les 3 ensemble. Convenu. C'était convenu. On va manger des crêpes. C'est ça, crêpes, ce que tu veux. On va juste parler d'autres choses. On aura un dimanche sympa, cozy. C'était Les Poissons sans bicyclette, un podcast féministe basé à Lausanne, indépendant. Et je vais passer le générique de fin cette fois-ci, j'ai pas envie. Ouais. Okay. Merci Coraline. Merci Lirza. Merci Marie. Merci Marie.